L'inspection cardiovasculaire se poursuit par l'inspection cardiaque. L'inspection est le premier temps de l'examen clinique. Dans l'examen cardiovasculaire, il faut commencer par une inspection générale pour rechercher des signes évocateurs de pathologies cardiovasculaires ayant un retentissement sur le reste de l'organisme. Au contraire, une anomalie dans un autre système peut avoir un retentissement sur le système cardiovasculaire. L'inspection cardiovasculaire à proprement parler est primordiale pour rechercher des indices en faveur d'une pathologie particulière. Pour que l'inspection soit complète, il faut bien penser à déshabiller le patient. L'inspection des téguments commencera par celui de la peau et des muqueuses. Cette inspection s'attardera sur l'ensemble des parties du corps, le tronc, les membres, les extrémités, mais aussi les muqueuses buccales et conjonctivales. On y recherche les anomalies suivantes. La cyanose, qui correspond à une teinte bleutée ou violacée des téguments. On distingue la cyanose centrale, qui touche l'ensemble du corps, y compris les muqueuses, et la cyanose périphérique, qui concerne les extrémités et les lèvres, mais qui épargne les muqueuses. On recherchera également une pâleur, qui peut être globale de la peau et des conjonctives, témoignant par exemple d'une anémie. Ou alors une pâleur d'un membre, qui peut témoigner d'une maladie vasculaire type Raynaud, mais aussi d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, voire d'une ischémie aiguë. On recherchera une rougeur de la peau, en particulier d'une jambe, qui peut faire suspecter une thrombophlébite. On recherchera des marbrures, qui peuvent témoigner d'une insuffisance circulatoire ou d'une instabilité hémodynamique. On va en particulier les rechercher au niveau des extrémités ou en regard des genoux. Enfin, la présence de cicatrices peut orienter vers une éventuelle intervention chirurgicale, cardiaque ou vasculaire par exemple. L'inspection des téguments se poursuivra par la recherche de signes d'endocardite infectieuse, en particulier en regard des mains. Les faux panaries d'Osler sont des nodosités douloureuses, fugaces, sur la face palmaire des mains ou plantaire des pieds. L'érythème palmoplantaire de Genoway, d'aspect rosé, est assez discret. Les hémorragies sous-inguéales au niveau des doigts ou des orteils, ou les hémorragies sous-conjonctivales au niveau des yeux. Enfin, un purpura vasculaire peut être recherché. L'inspection des téguments se poursuivra par la recherche de xanthomes. Les xanthomes correspondent à des dépôts de cholestérol au niveau des téguments. On en retrouve plusieurs types. L'arc cornéen juvénile, ou xanthome cornéen, est un arc d'aspect blanc grisâtre ou jaunâtre à la périphérie de l'iris. Le xanthelasma est une tache plane ou une papule de teinte jaune qui siège autour de l'œil, le plus souvent sur l'angle interne ou externe des commissures palpébrales. D'autres localisations de xanthomes sont possibles, en regard par exemple des tendons, achilléens ou quadricipitaux, ou bien des paumes des mains. L'inspection des téguments se poursuivra par la recherche de troubles trophiques, en particulier au niveau des jambes et des pieds. Les ulcères peuvent être veineux ou artériels, et les différences entre ces deux types s'affichent sur le tableau suivant. On recherchera des plaies mal cicatrisées, voire nécrosées, une perte de pilosité, ou bien un intertrigo qui correspond à une inflammation des plis cutanés. Ils peuvent se retrouver au niveau abdominal, sous-mammaire ou en regard des commissures interorteils. D'autres éléments sémiologiques peuvent être importants à rechercher dans l'inspection générale. Un hypocratisme digital correspond à une déformation du doigt et des ongles. On parle aussi de doigt en baguette de tambour ou de clubbing. Les ongles sont recourbés vers la face palmaire et arrondis vers la face dorsale. Cet élément sémiologique est le reflet d'une hypoxémie chronique. Un goitre peut être visible et refléter une dysthyroïdie, elle-même responsable de pathologies cardiaques. Retenons par exemple la fibrillation auriculaire provoquée par une hyperthyroïdie. L'inspection générale se poursuivra par la recherche de signes de déshydratation. Dans l'examen cardiologique, il est fondamental d'évaluer l'état d'hydratation du patient. Celui-ci peut être en état d'hyperhydratation, par exemple en cas de rétention hydrique liée à la pathologie cardiaque, ou en état de déshydratation, si par exemple le traitement diurétique est surdosé. Les signes de déshydratation extracellulaire à l'inspection sont la sécheresse cutanée, en particulier au niveau des aisselles,
l'aplatissement des veines superficielles, en particulier au niveau des avant-bras, et les cernes. Les signes de déshydratation intracellulaire à l'inspection sont la sécheresse muqueuse, par exemple au niveau de la bouche, c'est ce que l'on appelle une xérostomie, ou une sensation de soif. L'inspection générale se poursuit par la recherche d'anomalies anatomiques et musculo-squelettiques, au premier rang desquelles plusieurs anomalies du plastron sterno-costal sont à identifier. D'abord le pectus carinatum qui correspond à un bourbement sternal. À l'opposé, le pectus excavatum ou thorax en entonnoir correspond à un enfoncement sternal. Enfin, la latéralisation ou horizontalisation des côtes est à rechercher. Pour terminer l'inspection générale, on recherche les anomalies de croissance et les anomalies morphologiques suivantes, en particulier chez l'enfant. Une hypotrophie, un retard staturopondéral, une morphologie marfanoïde, un syndrome de Turner ou une trisomie 21. En effet, certaines de ces anomalies s'associent à des malformations cardiaques, comme par exemple le syndrome de Turner et la coarctation aortique. Le deuxième temps de l'inspection correspond à l'inspection cardiothoracique à proprement parler. Il faudra, dans un premier temps, évaluer la respiration du patient. La dyspnée se définit par une sensation de respiration inconfortable ou pénible, au cours d'une situation n'entraînant habituellement pas de gêne. Cet inconfort peut être dépendant de la position du patient, ce qu'il faudra rechercher lors de l'inspection en mobilisant le patient. L'orthopnée est une dyspnée en décubitus dorsal. L'antépnée est une dyspnée en antéflexion. Et la platypnée est une dyspnée en position debout. Il faudra ensuite s'attarder à rechercher une anomalie de la fréquence ou de l'amplitude respiratoire. Une tachypnée correspond à l'augmentation de la fréquence respiratoire au-delà de 20 respirations par minute au repos. A l'inverse, une bradypnée correspond à la réduction de la fréquence respiratoire en dessous de 12 respirations par minute au repos. L'hyperpnée correspond à une augmentation de l'amplitude du volume courant. On observe alors une ampliation thoracique anormalement élevée. A l'inverse, l'hypopnée est une diminution de l'amplitude du volume courant, avec donc une cage thoracique qui se soulèvera de façon diminuée par rapport à la normale. L'inspection de la respiration se poursuivra par la recherche d'anomalies de rythme respiratoire. Lorsque le rythme est régulier, les cycles respiratoires se répartissent harmonieusement dans le temps. La respiration périodique de Cheyne-Stokes présente des cycles alternant une amplification puis une décroissance de la respiration avant d'aboutir à une pause respiratoire. La respiration de Kussmaul, quant à elle, est lente, régulière et profonde, avec une pause en fin d'inspiration et une pause en fin d'expiration. L'inspection respiratoire doit s'attacher à identifier les signes de lutte respiratoire. Le tirage correspond à une visibilité anormale de la contraction des muscles inspiratoires. On va ainsi pouvoir identifier plusieurs types de tirage. Le tirage intercostal se retrouve au niveau des parois latérales du gris costal. Les tirages susclaviculaires et susternal se retrouvent au-dessus des clavicules et entre le sternum et le cartilage thyroïde. Enfin, le tirage xiphoïdien se retrouve en dessous du sternum. On parle aussi d'entonnoir xiphoïdien.
La respiration abdominale paradoxale, que l'on appelle aussi le balancement thoraco-abdominal, est une contraction des muscles abdominaux au temps inspiratoire, visualisée par le recul de la paroi antérieure de l'abdomen pendant l'inspiration. On observe alors une alternance entre l'ampliation thoracique et l'ampliation abdominale. Enfin, le battement des ailes du nez se caractérise par une dilatation de l'orifice des narines à chaque inspiration. L'inspection respiratoire doit toujours rechercher des signes d'hypercapnie. Ces signes sont pratiquement tous détectés à l'inspection et sont primordiaux à rechercher. Les troubles de la conscience à type de somnolence ou coma peuvent être évalués par le score de Glasgow. La présence de sueur, en particulier au niveau de la face, est également un signe d'hypercapnie. Enfin, l'astérixis ou flapping tremor correspond à une perte brutale du tonus des extenseurs de la main. On peut le retrouver lorsque le patient réalise une extension active des poignets. Il est également possible de sensibiliser ce test en appliquant une extension forcée des poignets du patient. Cet astérixis est retrouvé lors de l'hypercapnie, mais peut également se retrouver dans d'autres situations d'encéphalopathie, par exemple l'encéphalopathie hépatique. L'inspection respiratoire se terminera par la recherche de signes d'insuffisance respiratoire chronique. Une hypertrophie des muscles sternocléido-mastoïdiens signe leur recrutement trop important dans le processus inspiratoire. L'expiration à lèvres pincées permet de maintenir une pression expiratoire positive et permet ainsi d'éviter le collapsus des voies aériennes. Le signe de Hoover se repère à l'inspiration. Le diamètre transversal de la partie inférieure du thorax diminue au lieu d'augmenter. Le signe de Campbell correspond à la descente du cartilage thyroïde à l'inspiration du fait de la mise en jeu des muscles inspiratoires accessoires. On repère ce signe en regardant le cou du patient de profil. L'inspection cardiovasculaire se poursuit par l'inspection cardiaque. À son siège normal, le choc de pointe est situé le long de la ligne médioclaviculaire entre le 4e et le 5e espace intercostal gauche. Il peut ne pas être visible à l'inspection, notamment en cas de surpoids. Il peut être dévié latéralement ou abaissé en cas de cardiomégalie. Le choc de pointe peut aussi être étalé. On recherchera également une hyperpulsatilité, c'est-à-dire des pouls trop visibles au niveau des vaisseaux. Cette caractéristique sémiologique sera recherchée à lumière frisante pour plus de précision. On la recherchera au niveau du creux sternal et au niveau périphérique, en particulier au niveau carotidien. Cette hyperpulsatilité carotidienne est un signe d'insuffisance aortique. L'inspection cardiovasculaire se poursuit par l'inspection veineuse. Au niveau des membres inférieurs, on s'attardera sur plusieurs points. La présence de varices, qui sont des veines superficielles dilatées au-delà de 3 mm en position debout avec un trajet tortueux. Les télangiectasies et varicosités qui, elles, font moins de 3 mm, en particulier les veines réticulaires de l'arche plantaire et des régions malléolaires, ce que l'on appelle le corona phlebactatia. La dermite ocre correspond à des dépôts pigmentaires faisant suite à une extravasation de sang. L'aspect est celui d'un placard pétéchial pigmenté, des petites taches brunes. Un membre inférieur avec un aspect inflammatoire peut témoigner d'une thrombose veineuse profonde. Outre les membres inférieurs, d'autres localisations méritent une inspection veineuse. Il faudra rechercher une turgescence jugulaire. Le patient doit être positionné en décubitus dorsal avec un buste relevé de 15 à 20 degrés. À l'état normal, les veines jugulaires sont plates à l'inspection et peuvent être visibles au cours de l'expiration. Les veines jugulaires visibles aux deux temps respiratoires sont signes d'hypertension veineuse. On en profitera pour rechercher la présence d'un pouls jugulaire. Celui-ci est en faveur d'une hyperpression des cavités droites. Au niveau de la région latérothoracique, la visibilité d'un réseau veineux suggère une circulation collatérale évocatrice d'une thrombose de la veine cave inférieure. Pour terminer l'inspection cardiovasculaire,
il faut rechercher la présence d'œdème. Ces œdèmes seront en particulier présents dans les zones déclives, donc les membres inférieurs, et les zones lombaires chez un patient alité. Plusieurs types d'œdèmes sont possibles. Dans l'insuffisance cardiaque droite, l'œdème est mou, indolore, blanc, bilatéral, symétrique et prend le godet. Dans l'insuffisance veineuse, l'œdème est cartonné, dur, en général asymétrique, et une dermite ocre sera présente. Enfin, dans la thrombose veineuse profonde, l'œdème est unilatéral, douloureux et rouge.